Imaginé par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. On apprenait ces derniers jours que le grand Manitou d'Amazon, Jeff Bezos, allait nous faire une Bill Gates, comme on dit, et se mettre en retrait de ses juteuses affaires tout en gardant évidemment un œil sur ce qui se fait dans son empire. Car c'est faire preuve d'un sens aigu de l'euphémisme que de dire qu'en 25 ans, l'entreprise a un tout petit peu changé d'échelle et envahi le monde occidental. D'abord, dans nos pratiques, on l'a bien vu lors du confinement du printemps 2020 où le ballet des livreurs sous-traitants rythmait littéralement la vie des urbains, mais aussi dans le paysage, car on oublie parfois, le géant de la livraison a un impact sur notre environnement, lui qui redessine à coups d'entrepôts gigantesques le décor de certaines régions françaises. On s'était interrogé il y a plus d'un an sur ces bouleversements et on a eu envie, au regard de cette actu du moment, de vous faire réécouter l'épisode qu'on avait consacré au sujet. Bienvenue dans Programme B. À l'époque, c'était en juillet 2019, nos interrogations avaient notamment été alimentées par la lecture d'une enquête consacrée à Amazon publiée par nos confrères du site Reporter. J'étais allé les voir dans leurs locaux parisiens pour discuter avec l'un des co-auteurs de cette série d'articles, Gaspard Dalens, et lui demander à quoi, selon lui, pourrait bien ressembler la France d'Amazon. On pourrait dire qu'elle a deux faces en fait, la France rêvée d'Amazon. D'un côté, la face un peu virtuelle avec une belle interface où on peut commander très facilement des produits, des milliers d'articles, voire des centaines, voire des millions d'articles différents, où qu'on soit en France, qu'on soit dans l'endroit le plus paumé d'un territoire rural ou une grande métropole, qu'on puisse commander ces articles en moins de 24 heures, les recevoir à domicile. Donc ça, c'est la première face, on va dire, d'Amazon. Et la face cachée, c'est une industrie démentielle avec ces dizaines d'hangars, avec ces dizaines de milliers d'entrepôts et de mètres cubes logistiques, un balai de camions, du fret aérien. Donc toute une industrie, on va dire, une industrie logistique énorme, en fait, colossale, et que l'on ne voit pas derrière le numérique, quoi. Si on ne la voit pas, c'est aussi parce qu'elle s'organise sur le territoire de manière assez spécifique, assez stratégique. Même c'est ce que montre l'enquête que tu as co-signée. C'est justement cette carte, ce territoire d'Amazon, il n'est pas du tout décidé au hasard. Oui, c'est ça qui est assez incroyable. En fait, Amazon est arrivé en France il y a pas si longtemps. Elle est arrivée en 2007 avec la création d'un premier entrepôt à Saran, près d'Orléans. Et depuis, il y a 5 entrepôts logistiques qui sont créés à travers la France, avec encore une fois des centaines de milliers de mètres cubes d'entrepôts logistiques et avec l'idée de mailler tout le territoire français. Et on l'a vu dans l'enquête qu'on a menée, il y a plusieurs entrepôts qui risquent de se construire à travers le territoire. Et justement, Amazon n'en parle pas. Ils avancent en catimini, les élus signent des clauses de confidentialité, ils mettent en concurrence les territoires, ils font du chantage à l'emploi, demandent des ristournes fiscales. Donc c'était un peu ça qui nous intéressait, c'était de voir aussi les conséquences territoriales que pouvait avoir une multinationale qui se sentait un pouvoir exorbitant en fait sur des petites territoires ruraux qui sont souvent délaissés, paupérisés suite à une désindustrialisation, et donc eux ils arrivent en terrain conquis et ils essayent d'acheter les élus en fait avec des offres d'emploi un peu mirobolantes, mais on sait très bien aujourd'hui la qualité de ces emplois. Nous, ce qui nous intéressait, c'était pas tant de reparler encore une fois de comment des conditions sociales en fait de ces emplois, quand bien même c'est très intéressant, c'était de montrer plutôt comment l'entreprise arrivait en catimini sur un territoire, quoi, ouais. Ce qui est frappant, c'est que ces communes, donc elles sont, je le disais, pas choisies au hasard. Tu as commencé à le dire, elles sont
ce sont clairement les victimes du changement de paradigme économique en France. Ce sont souvent soit des petites villes où des bases aériennes sont parties, ou des bases militaires qui étaient génératrices d'énormément d'emplois sont parties, ou des grandes zones, des grandes entreprises et des grandes industries se sont arrêtées. Et c'est clairement ciblé par le groupe Amazon pour s'installer derrière. Oui, il faut se dire en fait une chose, quoi. C'est souvent mauvais signe pour une commune si Amazon souhaite s'installer près de chez vous. Ça en dit long en fait sur le chômage, ça en dit long sur les ressources fiscales de votre commune, ça en dit long aussi sur le degré peut-être de dignité, de fierté qu'il y a sur ce territoire. Et en fait, voilà, Amazon arrive et paraît être d'un coup de baguette magique risque de résoudre tous les problèmes qu'enduraient ces pauvres communes, hein. Du moins c'est comme ça que l'imaginent les élus, qui ont aussi un manque d'imagination, hein, pour essayer de repenser différemment voilà, la réindustrialisation de leur territoire ou le repeuplement de leur territoire. Amazon arrive, dit voilà, je vais faire tant d'emplois, plusieurs centaines. D'ailleurs, souvent, ces promesses diminuent au fil des années, mais qu'importe, en fait, ça permet d'atténuer le manque d'imagination de certains élus, aussi face à une détresse quand même d'un territoire, hein. On le disait, là, par exemple, à Sevré, en Saône-et-Loire, l'usine Cadoc a fermé, c'est 3000 emplois. À Brétigny-sur-Orge, c'est la base aérienne, c'est 3000 emplois aussi. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une détresse et auquel répond Amazon. Mais Amazon sait très bien jouer en fait de ça et mettre en concurrence ces territoires. Et d'ailleurs, tous les élus qu'on a interrogés le disent, hein. Ils disent on nous a dit qu'on était en concurrence vis-à-vis d'une autre ville qui était en Allemagne ou une ville qui était près de Roissy. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos, j'ai signé une clause de confidentialité, mais voilà, j'espère qu'on sera assez attrayant pour la multinationale. D'ailleurs, on a baissé les taxes d'aménagement. On a aussi signé voilà, qu'on allait payer tous les travaux d'accès et de voirie à l'entrepôt. Enfin voilà. Cette culture du silence et du secret, elle est d'autant plus frappante quand dans l'enquête sont interrogés les habitants de ces zones-là, qui souvent découvrent quasiment au dernier moment qu'Amazon va s'implanter. Oui, complètement. Et aussi le deux poids, deux mesures, quoi. Une multinationale peut très bien installer 55 000 mètres cubes d'entrepôt logistique, donc c'est des grands hangars avec de la tôle ondulée, mais eux ne peuvent pas changer, je sais pas moi, leurs fenêtres parce que y a un monument juste à côté. Et finalement, évidemment, une multinationale va avoir des dérogations d'un point de vue architectural, mais les habitants et les locaux, les administrés n'auront pas de dérogation, eux. Donc voilà, il y a ce truc, c'est très présent, ce deux poids deux mesures au sein de ces territoires-là, quoi. Et donc oui, si les habitants ne sont pas mis au courant, c'est aussi pour éviter la grogne sociale, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien quand même qu'Amazon a été est quand même peu populaire, quand bien même 20 millions de Français ont en 2018 acheté un produit sur Amazon. Beaucoup de gens ont conscience des effets néfastes, et on pourra y revenir, de la politique d'Amazon. Et donc, ils veulent éviter à tout prix, ça c'était un sénateur qui nous l'a dit en off, une ZAD, quoi. Et d'ailleurs, il voulait s'implanter près de Notre-Dame-des-Landes, donc près de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu une mobilisation très forte des zadistes en amont même du projet, ce qui fait que Amazon, le service communication d'Amazon, a lui-même appelé en fait les zadistes pour leur dire arrêtez cette campagne de diffamation parce que nous n'allons pas nous installer près de chez vous, ne vous en faites pas. Donc voilà, ils essayent d'agir en silence, ça permet d'éviter aussi que la colère gagne. Et faut savoir que depuis le début novembre, et donc on va dire la révolte des Gilets jaunes, ça a été l'entreprise la plus bloquée, 16 fois depuis novembre 2018, et récemment il y a eu une mobilisation de militants écologistes, ANV COP 21, les Amis de la Terre, et aussi des Gilets jaunes pour bloquer le centre à côté de Paris. Ce qui revient tout le temps
à chaque fois qu'on parle d'Amazon, que ce soit du point de vue politique ou du point de vue journalistique ou du point de vue économique, on va dire la ligne de défense quasi perpétuelle, c'est l'emploi. C'est-à-dire que oui, mais ça génère de l'emploi. D'ailleurs, ça revient plusieurs fois dans l'enquête. Les élus locaux disent oui, on sait qu'on leur fait un cadeau fiscal, on sait qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, mais ça génère de l'emploi. C'est vraiment le symbole de la désespérance, en fait, quelque part, par rapport à l'emploi. En France, c'en est certainement l'exemple le plus criant. Oui, il y avait un élu J'ai retrouvé des comptes rendus de conseil municipal, là, notamment dans le Gard, où un élu disait vous savez, c'est vraiment une aberration d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, le système Amazon, d'un point de vue fiscal aussi. Mais si on ne le fait pas ici, ça se fera ailleurs. Donc autant que ça se fasse ici, quoi. Et donc oui, c'est un peu le symbole voilà, de notre aveuglement vis-à-vis de l'emploi, en fait. On voit pas très loin, en fait, et les élus ne voient pas très loin, parce que évidemment que ça va créer quelques emplois, notamment en intérim, en CDD, quelques CDI, mais pour quelles conditions sociales, et surtout ça va en détruire combien de manière cachée, combien de libraires, enfin voilà, il y a aussi évidemment, Amazon est devenu le premier distributeur en France de produits non alimentaires, le deuxième distributeur de produits électriques. Et ça s'est pas fait d'un claquement de doigts, et ça s'est pas fait non plus en harmonie avec les autres distributeurs ou avec les petits commerces. Ça l'a détruit, en fait. C'est vraiment ça. Il y a un modèle social destructeur d'Amazon, parce que pour 100 emplois créés, combien il y en a qui sont détruits. Des ratios avaient été faits en 2012. Il faudrait les refaire maintenant, mais les ratios étaient de 1 à 3, donc c'était pas vraiment favorable. On a commencé à l'évoquer. Il y a derrière une question qui est au cœur d'un des volets de l'enquête, c'est le poids écologique d'Amazon. C'est vrai que c'est pas un sujet qui est traité de manière générale, parce qu'on a du mal encore à voir de manière globale le poids écologique du numérique. C'est quelque chose qui est assez difficile à percevoir, parce qu'il y a un truc un peu éthéré comme ça. Quand on est derrière son écran, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et là, pour le coup, Amazon, au-delà du numérique pur et dur, il y a un coût concret écologique, parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est énormément de fret, de transport, beaucoup d'avions aussi, parce que ça fait partie aussi de la stratégie d'Amazon, et c'est souvent pas forcément très mis en avant, ça. Oui, complètement, mais c'était ça qui était intéressant de creuser, en fait, et de voir, en fait, il y a des études de logistique qui ont été faites et qui montrent que si on veut réduire de moitié le temps pour livrer un particulier, il faut doubler la surface de logistique. Donc il faut construire de plus en plus de hangars, il faut bétoniser à outrance, artificialiser les sols, et puis évidemment avoir un balai de camions et de fret routier très imposant. Et on le voit à Brétigny-sur-Orge, c'est le nouvel entrepôt qui va ouvrir très prochainement. C'est 500 camions à 600 camions par jour, donc c'est 10% de plus de circulation. À Lyon, ça risque d'être pareil, donc ça risque de saturer des espaces, des routes, et une accumulation, en fait, sur nos routes de frais routiers. Et donc il y a aussi cet autre enjeu. C'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui les nouveaux entrepôts d'Amazon s'installent toujours à côté d'aéroports, soit régionaux comme Lyon Saint-Exupéry, ou aussi par exemple à Metz, près de Lorraine Airport, ou sinon dans l'Oise, à côté de Roissy, ou à Brétigny-sur-Orge, près de Orly. Donc on le voit, ils sont en train de développer le fret aérien. Ils le disent même dans certaines études d'impact, et on le voit à l'étranger. Ils vont avoir en 2021 une flotte de 70 avions Boeing aux États-Unis. Donc c'est vraiment dans les projections de la multinationale, quoi. Et évidemment, on peut s'interroger quant au coût écologique de tout ça, quoi. Et puis même, il ne faut pas nier le fait que les vêtements, les produits électriques, nos tableurs, nos écrans plats, ça représente, selon l'ADEME, quand même un quart de la consommation de gaz à effet de serre des Français aujourd'hui. Donc c'est quand même
même un impact colossal en fait. Tout ce que distribue Amazon, ce sont des produits qui ont un impact sur l'écologie. Et d'autant plus que Amazon est toujours dans une logique de surproduction et dans une logique de surconsommation en fait. C'est comme ça que son modèle est désirable en fait, c'est de pouvoir avoir 250 millions d'articles sur son site internet. Et ça pousse en fait à cette surconsommation. C'est aussi cette possibilité d'être livré en moins de 24 heures, ça pousse les gens à consommer d'autant plus, quoi. Et c'est ce modèle-là, je pense qu'il faut combattre. Oui. Ce qu'Amazon vend produit énormément de pollution. Ce qu'elle ne vend pas aussi, d'ailleurs, parce que c'est aussi ce qu'on apprend en lisant cette enquête, c'est que il y a énormément de destruction d'objets qui sont stockés. Et ça, c'est pas forcément non plus quelque chose qui est mis énormément en valeur. Moi-même, je l'ai découvert en lisant l'enquête. C'est des tonnes d'objets qui, en fait, sont tous les ans détruits, bazardés, balancés. Là aussi, ça génère énormément de pollution. Complètement. Puis c'est complètement ridicule, quoi. 3 millions d'articles détruits, donc de produits neufs, invendus en 2018, qui ont été détruits, mis dans des bennes, alors qu'on aurait pu en faire autre chose. Donc c'est un gaspillage énorme. C'est plus l'obsolescence programmée dont on parle beaucoup là. C'est même destruction de produits neufs. Tout simplement parce que le stockage coûte cher. Et Amazon est aussi un intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle permet à des sociétés chinoises de vendre des produits grâce à son site internet, et avec des coûts de stockage énormes dans ces entrepôts qui augmentent au fur et à mesure du temps, et avec des prix prohibitifs pour ramener le produit s'il n'est pas vendu. Et donc évidemment on préfère les détruire. Ça permet aussi de dédouaner Amazon qui dit mais ce n'est pas nous qui avons choisi sur le bouton détruire, c'est les sociétés chinoises. Mais en fait c'est ce modèle-là qu'il s'agit de remettre en cause, quoi, et qui détruit énormément de produits. Alors à ce qui paraît, il va y avoir donc là normalement un projet de loi qui risque de remettre en cause cette notion-là, hein, mais c'est sur l'économie circulaire. Il faut attendre encore qu'elle soit adoptée par le Parlement. Mais normalement, Amazon, ça va devenir des pratiques illégales. Oui. Si on en revient à ma première interrogation sur la France d'Amazon, je me demande dans quelle mesure on n'est pas en train de se préparer à l'après France des ronds-points. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de cette notion de France périphérique lors de la crise des Gilets jaunes, donc avec une France coupée en deux entre des grands centres urbains et des centres périurbains un peu désaffectés quelque part, donc cette fameuse France des ronds-points. Si là on n'est pas en train de se préparer à l'étape d'après, c'est-à-dire la France des hangars et des parkings, en gros, c'est-à-dire une France des ronds-points encore plus désaffectée qu'elle ne l'était déjà. C'est ça qui est assez drôle, c'est de voir que les Gilets jaunes ont réussi à repeupler des territoires qui étaient complètement... on n'aurait pas cru qu'on allait pouvoir recréer du commun entre un Jardiland et une base Emmaüs et Decathlon, quoi. Et pourtant, ils ont réussi à occuper un espace, à bloquer, à redonner de la vie. Mais oui, c'est sûr que l'avenir que nous prépare Amazon et ce modèle économique qui est aussi soutenu par le gouvernement et par ce monde numérique qui vient, en fait, c'est à la fois des métropoles, et tout autour, des étendues de logistique, de camions pour fournir au plus vite et avec du personnel précaire, des gens smart qui cliquent sur leur smartphone pour avoir le dernier produit qui vient de l'autre bout du monde, quoi. Enfin, il y a quelque chose de fou, en fait, derrière cette interface numérique, quoi. Des étendues de béton, des transports à travers le monde, qui vont complètement à l'encontre d'un modèle écologiquement soutenable, quoi. Et oui, c'est quand même... c'est pas un horizon souhaitable, quoi. Quand bien même l'interface du site internet Amazon est quand même très pratique et très confortable. Et comme Amazon n'est pas une polémique près, on a par ailleurs appris ces derniers jours que l'entreprise comptait mettre des caméras de surveillance dans les véhicules de ses livreurs. C'est pour leur sécurité, nous dit-on. Et on
il est libre d'en douter un peu. Merci à Gaspard Dalins pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon et Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.